Je vous propose de commencer. Je vais Ah, il me fait signe. Bonjour Alain, je vous présente Alain Bosetti, qui est le chef, l'organisateur de ce salon. Je peux prendre une minute ? Oui, je t'en prie. Bonjour à tous, je suis le président du salon. François Gallimou est un des meilleurs experts en France de la certification en qualité de la formation. Et ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est de venir, ou pas de venir devant. Parce que venez, approchez-vous. Approchez-vous. Je te prends une minute, François. Oui, je t'en prie. Venez, parce que vous profiterez mieux de lui encore, en plus. Et puis pour lui, ce sera plus sympa. Et c'est ce que vous allez faire avant de parler. Venez, restez pas fou, venez, approchez-vous. C'est un salon, on est là pour rencontrer du monde. Ah, on s'est vu ce matin, je crois, de ça, hein, dans la Grande Joyeuse. Voilà. Donc, voilà. Ce que je vous propose, c'est avant de commencer, je laisse François, ça va être 15h30, il a vraiment beaucoup de choses à vous dire. Ce que je vous propose, c'est quelqu'un que vous connaissez tous les deux. Bon, donc, vous allez vous retourner, puis vous monsieur des parents là. Vous allez avoir chacun 20 secondes pour vous présenter, dire ce que vous faites à l'autre. Vous voulez bien, si vous connaissez tous les deux? Ah, c'est parfait. Donc, mettez-vous toutes les deux ensemble. Monsieur, vous avec madame, vous retournez. 20 secondes en tout? 20 secondes, non, 20 secondes. Je dis 20 secondes, je dis top, vous changez. Okay. Et après, je laisse avec François. D'accord? Ça marche? Alors, attention, vous êtes prêts? Vous êtes tout seul. Venez ici. Ouais, on se connaît. Ah bon, monsieur, restez tout seul là. Voilà. Allez, avec les dames en bleu là-bas. Madame, non, ils sont venez ici, madame. Venez. Allez, venez ici. Alors, à 3, vous avez 20 secondes, je prends mon téléphone, pour vous présenter. 1, 2, il y en a un qui commence, après on change. 1, 2, 3, le premier commence. Merci. Allez-y. Dans 5 secondes. On change maintenant. Hop, on change. Philippe Gouget se présente. Encore 5 secondes. C'est bon, c'est fini, vous êtes chaud, c'est super. Une dernière question. Qui est formateur? Qui est formateur? Qui est formateur? Qui est certifié? Qui veut devenir formateur? Vous avez ici, sur cette estrade, le meilleur expert pour vous accompagner. Bonne conférence. Merci Alain. Quel phénomène. Bon je vais me présenter. Voilà. Tac. Voilà. Alors, je suis le président d'un organisme de certification, je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est, qui exerce uniquement dans la formation. Et les deux mots qui me caractérisent, c'est qualité et formation. J'ai une longue carrière, maintenant ça fait peur quand on voit le chiffre, hein. C'est bientôt la fin. Je cherche un successeur. Mais j'ai toujours eu cette dominante, je dirais, qualité. Qualité, j'ai acheté la norme ISO 9000 en 1993 et j'ai travaillé dessus. C'est devenu un contenu pour moi. C'est important quand on est formateur d'avoir un contenu et de maîtriser ce contenu. J'ai essayé de faire de la formation sans rien connaître. Alors, c'est possible. Sans connaître du tout le sujet, c'est possible. Mais c'est mieux quand même quand on maîtrise le sujet. Je vous l'assure. Et sinon, l'autre caractéristique, je dirais, c'est que j'ai toujours été entrepreneur. J'ai été salarié 2 ans de ma vie et je me suis fait virer. Et après, quand j'ai postulé, on ne m'embauchait pas. Donc, mais j'ai jamais connu une journée de chômage dans ma vie. J'ai jamais été au chômage. J'ai toujours été entrepreneur, 3 boîtes. Donc une carrière assez rectiligne finalement, parce que vous voyez, 3 boîtes, c'est faire que 3 entreprises, c'est un nombre restreint aujourd'hui, même pour ma génération.
Alors j'étais comme vous consultant organisé tout seul, indépendant pendant 10 ans. Et là j'ai fait à peu près toutes les formes de formation. J'ai fait de l'intervention en école de management, en école de commerce. J'ai fait beaucoup d'heures de cours avec des jeunes, 20, 25 ans, 400 heures par an pendant 10 ans. Je suis intervenu en organisme de formation en tant que sous-traitant et j'ai organisé des actions de formation que j'ai vendues moi-même. En 2005, je suis rentré dans une association qui s'appelait l'ICPF. Ça faisait 20 000 euros de chiffre d'affaires et ça certifiait les formateurs. Et là, bon, cette certification, c'était une de mes activités parmi d'autres. J'avais beaucoup d'activités. J'étais comme un polyagriculteur. J'avais un champ de luzerne, un champ de pommes de terre, un tracteur. Je le prenais, je sortais le matin, j'allais sur la luzerne, après sur les pommes de terre. Et je me disais, bon, pour se garantir un revenu et être tranquille, je vais avoir plusieurs activités. Et puis en fait, il y en a une qui a marché, c'est l'ICPF. J'ai créé la société en 2013. Ça faisait 12 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas beaucoup, hein. Et donc j'ai repris l'activité de l'association et là j'ai commencé à développer tout le savoir-faire que j'avais en matière de tout ce que j'avais acquis en faisant du conseil et de la formation. J'étais toujours un peu frustré parce que mes clients ne mettaient en pratique que 10% de ce que je voulais qu'ils mettent en place. Je me suis dit, tiens, tu vas créer une boîte et là tu vas tout mettre en place et on va voir si ça marche. Ça a bien marché, comme vous allez le voir plus tard, parce que aujourd'hui, ICPF, c'est 50 collaborateurs. Et je ne fais plus que je suis plus que président avec les conférences. Voilà. Et je fais plus de formation depuis 2019 à peu près. J'ai continué un peu, mais j'ai commencé à arrêter à partir de 2015. Et les dernières que j'ai faites, c'était en 2019. Alors, je vais vous mettre ce truc-là. Alors, en fait, on va commencer par une présentation de l'ICPF. Qu'est-ce que c'est un organisme de certification qualité? Quand, dans votre carrière de formateur, vous commencerez à penser à la certification qualité, c'est que ça va. La certification qualité, c'est pour des entreprises pour qui ça va bien, c'est pour des professionnels qui sont à l'équilibre et qui veulent que ça continue, vous voyez, qui ont de la valeur et qui veulent le mettre en avant. Alors ça, c'est la société ICPF, donc bon, on a tout fait, hein. On est membre de la fédération, les acteurs de la compétence, parce qu'en formation, vous avez deux syndicats de formateurs qui sont tout petits, il y a 30 membres, de formateurs indépendants. Il y en a un qui s'appelle le SICFI et l'autre la CSFC. Voilà. Donc vous pouvez y aller pour voir, pour rencontrer des formateurs. Vous allez rencontrer des formateurs comme vous, soit qui sont soit bien installés, bien implantés dans leur écosystème, soit qui cherchent du boulot. Et puis vous allez rencontrer des formateurs qui sont à la retraite ou qui ont une longue carrière et avec qui vous pouvez échanger, mais ces deux syndicats de formateurs ne sont pas très dynamiques, on va dire. Voilà. Et après, vous avez une fédération qui regroupe les entreprises, dans laquelle, si vous êtes indépendant, vous n'êtes pas admis. Et cette fédération s'appelle les acteurs de la compétence aujourd'hui. Et là, vous avez les 200 ou 300 plus gros organismes de formation de France et du service, Segos, Demos, etc. Alors, les clés de notre succès, c'est d'abord que, et ça peut s'appliquer directement à vous, c'est qu'on a toujours fait très attention à avoir des clients structurants, des clients qui nous font progresser. En l'occurrence, nos clients à l'origine à l'ICPF, c'est des formateurs indépendants qui, ils n'étaient pas très nombreux, on en avait une centaine de clients pendant 17 ans, mais ils étaient très exigeants, ils nous faisaient progresser, et c'est sur ce noyau de consultants très sûr qu'on a après construit l'ICPF. L'autre point fort, c'est qu'il y a une équipe en mouvement, 50 collaborateurs, 80 sous-traitants très actifs. On a un système de management très particulier qu'on a, vous voyez, la manière dont on manage les collaborateurs, on s'est inspiré de l'ISO 9000. Et après, on a digitalisé l'activité. On a une plateforme digitale. Aujourd'hui, il y a 17 développeurs à l'ICPF. Et là, si je suis un peu stressé, c'est que vendredi, on a Facebook version 3 et on passe à Facebook version 4. Donc on bascule tous les clients, on a 7500 sur une nouvelle plateforme. Donc c'est un gros enjeu pour nous. Donc ça fait la différence. Alors je rentre maintenant dans le vif du sujet.
Alors la préoccupation, ça peut être trouver des clients, connaître le monde de la formation, ça peut être dire comment je développe mon activité, comment je m'épanouis. C'est ça? Voilà. Alors la particularité, il y a deux types d'approches que vous allez avoir. Bon, je vous dis ça parce que ça fait depuis le temps que je suis là, j'ai un peu entendu tous les discours. Hein. Donc il y a un discours très entrepreneurial, donc il doit y en avoir des centaines ici de gens qui vous disent fais du commerce, faut gagner de l'argent, c'est très important de gagner de l'argent, etc. C'est vrai. Il faut gagner de l'argent pour mener une activité. Maintenant, en formation, il y a quelque chose de particulier qu'il n'y a pas dans d'autres activités, c'est que l'activité en elle-même, elle est épanouissante. C'est-à-dire que là, je suis en contact avec vous, je suis content. Vous voyez, je m'épanouis. Parce que vous m'écoutez, vous me regardez, que j'interagis avec vous, et que ça m'épanouit, ça me nourrit. Et c'est pour ça que je le fais pour rien. Enfin, pas complètement pour rien maintenant, parce que j'ai une boîte derrière, mais en 2007, je suis venu ici, c'est pour ça que Alain m'aime bien. On n'était pas payé, on faisait des conférences gratuitement. Il y a énormément de personnes, professionnels de la formation, qui font des interventions gratuites parce que c'est épanouissant, voilà, et que ça fait du bien de le faire. Et ça, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger en formation, parce que beaucoup de personnes n'ont pas, moi qui viens de l'informatique au départ, ma première boîte, la perception de l'argent, elle est complètement différente. D'abord, formateur, c'est un métier où tout va toujours bien. Vous le savez, il faut être toujours comme madame, une formatrice agréée, certifiée, il faut être souriante. Voilà. Et tout va toujours bien. C'est-à-dire que vous êtes malade, votre petit dernier n'a pas dormi, vous arrivez en formation, vous commencez votre session, il faut que tout aille bien. C'est un métier où tout va bien, parce que c'est un métier qui est attractif. Ouais, et il ne faut pas casser la règle. Les émotions sont contagieuses. Les émotions. Ah, et alors après, bon, il y a tout un. On se rassure comme on peut, hein, mais on a toute une construction. Là. Alors à partir de là, vous voyez, alors après, je dirais qu'il y a aussi un professionnalisme de la formation avec des sciences de l'éducation, il y a de la science, il y a des techniques pédagogiques, etc. Il y a tout un bagage scientifique et technique auquel parfois certains formateurs s'identifient. Voilà, donc ils ont un jargon, on ne comprend rien à ce qu'ils racontent. Moi je finis par comprendre au bout de 20 ans, mais il y a une partie de la formation qui est très technique, très scientifique, sur la pédagogie, la conception. Voilà. Donc ça c'est, je dirais qu'il y a le fait que, vous voyez, c'est une activité épanouissante, et le fait qu'il y a des personnes qui se passionnent pour cette composante de la formation, pour la montée en compétences, et qui sont complètement obnubilées par cette idée. Alors quand vous commencez, il y a deux voies s'ouvrent à vous. Hein. Il y a le fait d'intervenir en sous-traitance. Donc je vais trouver un organisme de formation, et cet organisme de formation va me faire intervenir. Et il y a le fait d'avoir des clients directs, c'est-à-dire un stagiaire. Et là aujourd'hui, on va le voir après, mais en France, vous avez une nouvelle possibilité aujourd'hui, c'est que grâce au CPF, vous pouvez contracter, à condition d'être organisé pour ça, mais directement avec le stagiaire. Et ça, c'est nouveau, ça n'existait pas il y a 2-3 ans. Il fallait forcément... la formation professionnelle, c'était les salariés des entreprises ou les demandeurs d'emploi. Maintenant, il y a ce nouveau marché du CPF qui est un marché de particuliers. Ça va? CPF, tout le monde connaît. Okay. Alors, premier repère. Je vous donne des repères. Alors après, si vous voulez m'interrompre et qu'on discute, on discute. Premier repère, c'est la demande. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? C'est qu'il y a une énorme demande en montée en compétences. Il y a une demande qui croît chaque année, en France, à l'international. C'est plus à 15 à 16% par an à l'international, la demande de formation, vous voyez. Et dans les entreprises, il y a une demande de formation et les collaborateurs, les salariés veulent monter en compétences. Après, il y a un certain nombre d'éléments perturbateurs, notamment que ça attire beaucoup de monde et qu'on est très nombreux. On a le record mondial en France d'organismes de formation. C'est 120 000 aujourd'hui. Quand j'ai commencé dans la formation, il y avait 45 000. Donc chaque année, il y a à peu près plus de 15 000 créations nettes d'organismes de formation en France. Donc c'est en Inde, qui est un pays un petit peu plus peuplé, il y a 10 000 organismes de formation. En Allemagne, il y en a 6 000. Donc là, nous, on a, en France, on a un modèle qui privilégie la créativité et qui fait que vous, en tant qu'indépendant, tout de suite, vous êtes organisme de formation. Et donc nous, on a des clients, je commence, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires et on a Wall Street Institute, 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on fait le même audit.
particulier, mais c'est ce qu'on nous demande de faire. Mais ça influe pas du coup sur la qualité. Vous pensez que le fait qu'il y a autant de monde, forcément il y a des gens. Comment est-ce qu'on gère la qualité justement des formateurs? Aujourd'hui, on la gère avec Calliope. Avant, on ne la gérait pas. Donc, avant, on ne la gérait pas. Donc, moi, j'ai connu un temps où, en fait, il y avait des budgets. Ces budgets n'étaient pas dépensés. Donc, ça s'appelait des OPCA, les financeurs avec des budgets, et ces budgets n'étaient pas dépensés. Et donc, ils pourraient, après des organismes de formation, voilà, faire des actions, parce qu'ils ne dépensaient pas les budgets. Mais la notion de qualité n'existait pas. On faisait ce qu'on voulait. J'ai connu un temps où vous achetiez 10 ordinateurs, le prestataire informatique vous disait, bah, tiens, les 10 ordinateurs, on les passe en formation. Ça passait sur le budget formation. On faisait des formations à la course en sac. On faisait, les syndicats, les fédérations se finançaient, les grandes entreprises récupéraient l'argent en faisant signer des feuilles de présence vierges, vous voyez. Donc ça a été 2005-2013, alors ça a été régulé, maintenant ça n'existe plus, quasiment plus. Mais c'était des dizaines de millions d'euros. Voilà. Et la préoccupation de la qualité, elle existe depuis 90, où on a proposé des normes, moi j'en ai élaboré une dizaine, tout le monde s'en fout, je vous rassure. Voilà. Tout ce qu'on a proposé, puisqu'ils sont repartis de zéro sur Calliope, c'est un référentiel qui a été fait par les partenaires sociaux, par les ministères, mais de zéro, enfin de ce qu'ils connaissaient. C'est un peu comme si on vous demande de traiter un thème, tiens, parle-moi de la qualité. Et moi je suis à côté, puis on me dit, bah non, toi c'est pas la peine de parler. Et ils ont fait leur truc à eux. Alors Calliope, c'est pas complètement. C'est un standard qui, on va le voir après, mais qui est quand même robuste, qui permet quand même de. Ça demande un effort, donc il faut quand même l'avoir, il faut le garder. Donc ça sélectionne. Ouais. On a 8% de nos certifiés qui abandonnent. Sur les 120 000 organismes, le pourcentage des certifiés 48 000. 48 000, ouais. Ça va? Donc ça, alors, je vous donne 14 milliards, hein, 14 milliards, ça c'est les financements publics, plus la dépense privée, qui est importante. Voilà. Alors là, il y a un point que vous devez retenir, c'est qu'en fait, 100% des clients en France, qu'ils soient stagiaires ou entreprises, demandent la possibilité de financement. Ça ne veut pas dire qu'ils l'obtiennent. Mais si vous devez noter quelque chose, c'est que 100% des stagiaires en France, 100% des entreprises demandent le financement. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir la possibilité de financement public. Le gars qui ne le demande pas, c'est le jeune qui vient d'arriver, qui ne sait pas que ça existe, mais une entreprise, même vous, si vous réfléchissez, le réflexe en France qu'on a acquis, qui n'existe pas dans d'autres pays, c'est de dire, tiens, formation professionnelle, financement public. Alors, en plus, maintenant, c'est exacerbé puisqu'il y a CPF. Donc se lancer dans la formation sans avoir la possibilité de proposer le financement public, c'est compliqué. Il faut vraiment avoir une offre très alléchante. Voilà, pour que. Alors ça existe, hein, il y a certains organismes de formation qui font sans passer par le financement public, mais 100% des stagiaires le demandent. Ça va? Le marché. Alors là, l'essentiel, il n'est pas dans le slide, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut pour commencer? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la maîtrise du contenu, la maîtrise d'un contenu. C'est-à-dire que vous devez avoir un contenu, alors ça peut être la conception de site web, ça peut être les risques psychosociaux, ça peut être le management, il faut avoir un contenu. Plus ce contenu va être formalisé, vous voyez, plus vous allez être performant après et achetable en tant que sous-traitant ou par une entreprise. Parce qu'en fait, au début, vous êtes acheté pour ce que vous êtes, ce que vous avez raconté, éventuellement votre ancien poste, donc vous avez été commercial, on dit tiens, tu vas faire de la formation vente. Les formations vente, il faut connaître des techniques, il faut être capable de les diffuser, parce que vous allez raconter votre expérience, pour ça vous allez faire 1 heure, 2 heures. Au bout d'1 heure, 2 heures, vous allez saouler vos stagiaires, et là, il faut amener du contenu. Donc la maîtrise du contenu, c'est essentiel. La pédagogie, ça vient après, la capacité à animer une salle, vous voyez, à ce que je fais là, de vous regarder, de ce que j'ai appris, hein, que je pratique depuis longtemps, mais de vous regarder, de chercher le contact, de poser des questions, de répondre, d'écouter les questions, d'y répondre. Ça, c'est de la technique, ça s'apprend après, c'est de la pédagogie, ça s'apprend après. Faire des métaphores, le bœuf et non, mais la péréquation. Voilà. Ça vient après, c'est la pédagogie. Alors, la première chose que vous devez, dont vous devez vous méfier, c'est de croire que vous allez innover en pédagogie. Voilà, beaucoup de formateurs qui commencent, ils disent voilà, moi j'ai inventé une méthode pédagogique. Alors c'est très rare en fait, ça n'arrive jamais. Hein,
tant que certificateur d'organisme, il y avait à peu près 110 modes pédagogiques qui sont tous référencés. Donc le mode pédagogique que vous croyez avoir inventé, il existe déjà. Et donc ça, il faut s'en méfier parce que beaucoup, vous perdez beaucoup de temps à parler de la pédagogie à vos clients, alors que votre client, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est le contenu, et c'est ce qu'il va faire après avec ce que vous allez lui transmettre. Il y a une autre illusion aussi sur laquelle je vous mets en garde, hein, c'est la technologie. C'est-à-dire de croire que vous allez former à distance, vous aurez besoin de personne, que tout va, les commandes vont tomber en ligne, il suffit de faire un site avec un catalogue dessus, les gens vont commander, vont mettre la carte bleue, boum, c'est parti. J'ai vu des milliers de projets avec... il y a très peu de projets qui fonctionnent en fait, et ça ne marche pas très bien. Ce qui marche en fait, les organismes de formation qui utilisent bien les technologies, qui marchent bien, c'est l'inscription. Ouais, l'inscription, l'apprentissage, tu rentres dedans, là, tu n'as pas besoin de venir dans le centre, tu vas t'inscrire en ligne. L'école de commerce, tu vas t'inscrire, tu vas faire ta carte bleue à 4000 balles. Boum. Ça, l'inscription, ça marche très, ça il faut digitaliser. Par contre, la pédagogie, les programmes, etc., les salles virtuelles, etc., tout ça, ça marche pas très bien. Ce qui marche, c'est le mix, c'est-à-dire une partie présentielle, une partie digitale, mais au départ, c'est pas la peine de se lancer là-dedans. Alors après, il y a, vous avez peut-être un copain qui vous dit, mais il faut faire du commercial, fais de la com, fais un site web, vas-y, communique, etc. La formation, c'est un peu plus compliqué. C'est pas une relation commerciale normale, parce que votre client, c'est un composite. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le stagiaire, il y a le patron du stagiaire quand c'est une entreprise. Et donc l'analyse de besoin, il faut voir le stagiaire avec ce qu'il veut faire. Donc quand c'est CPF, bon là c'est simple, parce que là il n'y a qu'un client. Donc là, après, voilà. Mais quand c'est dans une entreprise, la fonction client elle est un peu complexe. Et donc il y a le donneur d'ordre, celui qui vous référence. Et après il y a le stagiaire qui va être dans la salle. Voilà, donc l'analyse du besoin client est un peu plus complexe et même un responsable de programme, par exemple, vous pouvez taper tous les responsables de programme pour trouver des missions, c'est pas en appelant tous les responsables de programme de France que vous allez trouver des clients. C'est un peu plus compliqué que ça, il faut être présenté. Voilà. Donc là, c'est pas forcément la solution. Alors après, il y a ne rien faire. Bon, c'est pas non plus une solution, mais vous voyez, beaucoup d'organismes de formation, ils attendent. La stratégie, c'est d'attendre. C'est une caractéristique du secteur. Donc, on attend l'obligation. Voilà. On attend que la certification Calliope, c'est obligatoire. Donc, on a des sociétés qui ont attendu 2 ans, 3 ans, etc., avant de se mettre à Calliope, parce qu'ils attendaient que ce soit obligatoire. Voilà. Donc, il y a l'attentisme. Alors, il y a une seule voie, en fait, une seule voie qui fonctionne, c'est de faire de la qualité. Maintenant, qu'est-ce que c'est de faire de la qualité en formation? On va le voir ensemble, mais là, en tant que formateur, si vous voulez rester intervenant, là, je ne traite pas la question de créer son organisme de formation, mais si vous voulez rester intervenant, rester expert, c'est de mener une démarche qualité pour aller au devant, être prêt quand vos clients, la demande va arriver. Alors là-dessus, il y a un escalier de la qualité aujourd'hui. Alors la première marche, c'est l'engagement. C'est-à-dire que vous devez être engagé. Alors c'est très bien ce qu'a fait Alain tout à l'heure, puisqu'il a montré votre capacité à vous engager. Il faut s'engager dans la formation, il faut être motivé. Ce n'est pas un métier où si vous n'êtes pas motivé, on va vous confier des missions. Il faut être motivé, il faut être prêt à pratiquer. Au début, on pratique pour pas grand-chose, on prend des formations, on accompagne des formateurs. Vous voyez, c'est comme ça qu'on rentre dans le métier. Moi, j'ai amené des personnes qui sont aujourd'hui des formateurs expérimentés. Au début, je leur dis, viens faire animer la formation avec moi. Donc au début, il regarde, et après, il fait une partie de la formation, après il fait tout, et voilà, après il se débrouille. Vous voyez, c'est un métier où il faut rentrer dans une pratique. Voilà. Il y a beaucoup de cooptation, mais la condition, c'est d'être engagé. Vous voyez, si vous n'êtes pas engagé, ça ne va pas venir tout seul. Dans certains cas, vous avez des consultants dans des entreprises, des consultants en informatique, par exemple. On leur demande de faire des formations. Des commerciaux, on leur demande de faire des formations. Alors là, c'est vrai que le niveau d'engagement est moins fort, et ça leur permet de voir si ça leur plaît ou pas. Et quand vous êtes formateur indépendant, il faut être engagé. Et là, il y a un fort taux d'engagement aujourd'hui. On le constate tous les jours. Alors après, il y a une première marche qui est moins visible aujourd'hui que par le passé, parce qu'au début, cette marche, c'était la seule.
c'est-à-dire le fameux numéro de déclaration d'activité, autrement appelé numéro d'agrément. Alors, qui a entendu numéro d'agrément? Déjà, voilà, numéro d'agrément. Alors, on l'appelait numéro d'agrément parce que quand on recevait ce papier, vous voyez, c'était, voilà, on était, voilà, le Graal, on appelait ça rien, on devenait organisme de formation. Moi, j'ai eu mon premier numéro de déclaration d'activité en 1990, et je m'en rappelle, le papier. Alors, c'est un papier qu'on n'a pas le droit d'utiliser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'afficher, vous ne pouvez pas le revendiquer comme un agrément. Si vous le faites et que la DRETS vous coince, c'est 4 500 € d'amende. Vous voyez, c'est parce que ce n'est pas un agrément. C'est un numéro qui permet, qui ne vaut pas pour agrément, mais c'est un numéro en fait qui permet de tracer les fonds publics que vous allez éventuellement percevoir. C'est pour ça que vous, en tant que sous-traitant, vous pouvez en avoir un, si vous êtes indépendant. Vous voyez, c'est une démarche administrative parce qu'il y a des financements. Donc ça, c'est le numéro de déclaration d'activité qui est obligatoire pour avoir Calliope. Ensuite, vous avez, c'est là où ça commence à devenir intéressant, en termes financiers. Oui? Oui, en fait, vous devez quand même, vous devez démontrer de manière très administrative votre capacité à exercer une formation dans un domaine donné. Donc, par exemple, vous dites, moi j'ai un diplôme, j'ai un master en gestion, je vais faire des formations à la gestion. Après, vous pouvez faire toute autre chose, mais moi, sur cette base-là, la CRET va vous délivrer ce numéro de déclaration d'activité. Donc, vous avez un dossier à répondre, et le gérant ou le gérant doit remplir un dossier et après mettre son extrait de casier judiciaire. Et après, tant qu'il fait le fameux BPF, il garde ce numéro. Après, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle après. Donc là, c'est vraiment administratif. Il faut mais quand même avoir une première formation. Exactement. C'est quand vous avez votre première formation que Première action. déclenchez dans les 3 mois. Exactement. La délivrance du numéro de déclaration d'activité. Voilà. Et à ce moment-là, vous allez obtenir un numéro d'activité. Pour faire quoi? En fait, il faut le faire conjointement. Ouais. Faire un peu en parallèle. Il faut tout préparer dans Il y a une synchro à faire. C'est pas si simple que ça. Ouais. La première, Il y a des pièges. Il y a des la pièges. formation peut pas du coup être financée. En règle générale, non. Mais la première convention de formation, en fait, on en fait une. C'est une entreprise amie qui la signe, parce qu'en fait, c'est une action entamée. Et c'est pas la peine qu'elle soit au bout. La première convention de formation, on s'organise. Oui, il y en a qui la font. Hein, oui. C'est mieux de la faire, parce que pendant un moment, il y avait des contrôles. Un contrôle de la première action de formation. Donc, oui, j'en prie. Si vous êtes en sous-traitance, avec le contrat de sous-traitance, vous pouvez avoir votre numéro de déclaration d'activité. Voilà. C'est obligatoire. En tant que sous-traitant, c'est obligatoire d'avoir le numéro de déclaration d'activité. Donc, vous pouvez l'avoir avec un contrat de sous-traitance. C'est encore plus simple, voilà, parce que là, il n'y a pas d'action. Et si vous l'avez, un conseil, même si une année vous ne faites pas de formation, déclarez un BFF, un bilan de formation à 0, parce que sinon, votre numéro d'activité tombe. Voilà, il ne faut pas le perdre. Et alors après, c'est la galère pour le récupérer. Voilà. Enfin, c'est quelques jours, mais quelques semaines. Alors après, il y a une marche très simple aujourd'hui. Avant, il y avait une marche qui s'appelait Datadoc. Qui a connu Datadoc? Les sondages. Voilà. Datadoc. Alors, Datadoc, c'est une marque très connue. Vous voyez, c'est devenu une marque et c'est ça qui a donné l'idée de Calliope. Mais la certification Calliope, aujourd'hui, c'est un signe, c'est une marque très forte que les entreprises sont en train, dont les entreprises, les stagiaires, tout ça s'en emparent. Et ça devient une sorte ça devient un signe de qualité important pour les qualités des formations. Et beaucoup d'entreprises veulent l'avoir alors qu'elles font très peu de formations. Ce n'est pas pour les financements. Il y a un côté signe. Donc on va le voir après. Alors après, vous avez la deuxième marche qui est l'offre de formation certifiante. Donc c'est l'accès votre client va pouvoir utiliser son CPF. Alors là, il y a une illusion. L'illusion, c'est de croire que vous, en tant qu'organisation de formation, vous devez déposer vos propres titres. Oui, vous devez avoir des titres inscrits sur le répertoire de France Compétences. Et c'est le fait d'avoir des titres, vous allez pouvoir faire des formations à vos titres. En fait, il faut trouver des partenariats avec des émetteurs de titres
des personnes qui ont des certificateurs professionnels. La liste est sur le site. Et c'est ces partenariats-là qui vont vous permettre de faire de la formation. Donc, il faut former à des diplômes qui sont sur le site de France Compétences. Voilà. C'est ça, voilà, il y a beaucoup de consultants sur les réseaux sociaux. Ils vous disent déposez vos propres titres. Ils vous prennent entre 4 000 et 12 000 euros. Alors maintenant, 70% des demandes de titres sont refusées. Voilà. Il faut chercher les titres qui vous correspondent. Et là, vous pouvez démarrer beaucoup plus rapidement. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des nouvelles pratiques sur les réseaux sociaux où des organismes voilà, trouvent, voilà, tu veux avoir tel diplôme, par exemple, je sais pas moi, tu veux faire de l'onglerie, par exemple, voilà, ou du tatouage permanent, et il y a des sociétés qui ont des titres, et il y a des organismes de formation qui forment pour avoir ce titre de praticienne de l'onglerie. C'est pas ma spécialité, hein, mais ça existe. Voilà. Pour vous dire qu'il y a des types de formations très divers, et elles financent avec le CPF. Alors ensuite, il y a 2 offres pour se différencier, qui sont aujourd'hui pas obligatoires, du moins pas obligatoires de manière réglementaire. Donc il y a la certification pro. Donc la certification pro, ça s'adresse à la personne physique, à l'intervenant. En fait, quand on a 3 voies pour travailler sur la qualité de la formation, très simplement, c'est l'organisme, donc ça c'est plutôt l'ISO 9000, le service, c'est plutôt Calliope. Et Calliope, vous pouvez être un plombier et vous pouvez avoir Calliope, parce que vous faites des formations à la plomberie. Vous êtes une boîte d'informatique, vous vendez des logiciels, vous les mettez en service et vous avez une partie formation et vous pouvez avoir Calliope. C'est la formation comme activité secondaire. Voilà. Donc là, la certification pro, elle, c'est la personne, c'est vous. Vous voyez, c'est votre professionnalisme, votre capacité à exécuter des formations. Et enfin, la dernière marche, c'est quand là, vous allez aller à l'international, où vous allez travailler avec l'industrie, des sociétés qui reconnaissent la norme ISO 9000. Et donc là, ils vont vous demander la certification ISO 9000, ou pour aller vous faire identifier votre organisme à l'international comme un organisme certifié. Et là, vous allez utiliser l'ISO 21001. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Voilà. Donc là, c'est des normes internationales. Ça va? Donc ça, c'était l'escalier de la qualité. Je vous laisse... Oui, je vous en prie. Question sur les titres, sur la troisième marche. Ils se valent tous. Enfin, en fait, je peux poser la question parce que je suis dans une démarche de formation de formateur. Oui. Et j'ai vu que chaque organisme de formation, c'était toujours des titres proches, mais jamais identiques, avec des codes différents. Ouais. Je me demandais du coup s'ils se valaient. Aujourd'hui, c'est un peu la jungle. Ouais, c'est pas très clair. Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais oui, les titres ne se valent pas, ça c'est sûr. Mais ce qu'il faut voir, c'est les contenus de formation. Voilà. Ou effectivement, c'est des cohortes. Donc il faut rencontrer des personnes qui ont suivi cette formation. Il faut voir ce qu'ils en ont fait, ce qu'ils en pensent. Bon, moi, je connais il y a une boîte qui s'appelle SIPCA, par exemple, qui est un peu la référence en matière de formation de formateurs. Voilà. Ça, c'est des personnes qui sont là depuis longtemps, qui organisent des sessions, etc. Voilà. Après, il y a voilà, il y a des entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont là depuis longtemps, mais qui ne sont pas forcément rentrées dans ce dispositif du CPF. Voilà. Ça va? 10 minutes? Ah ben, je suis très long, alors. Alors, on va faire plus rapidement. Voilà. Alors, le formateur, en fait, il va se valoriser sur l'identité, la fonction et la durée d'expérience. C'est le niveau. En fait, quand vous devez vous présenter, il ne faut surtout pas vous présenter par votre ancien poste. Il ne faut surtout pas se présenter par voilà, avant j'étais commercial dans telle boîte. Il faut se présenter par la fonction et depuis combien de temps vous faites la fonction avec succès. Donc, je suis formateur en technique de vente depuis 2 ans. Ça, c'est ce que vous permet d'attester la certification pro. Et après, avec la certification pro, vous vous mettez dans une démarche qualité où vous allez renseigner un certain nombre d'informations qui vont servir après, mais qui vont rassurer votre client. Par exemple, c'est la déontologie. C'est-à-dire, vous dites, vous faites une charte déontologique et dedans, vous mettez « Je m'engage à ne pas débaucher les stagiaires de mes clients ».
Ça, après, vous le montrez à votre client, il peut le lire ou pas, mais ça va le rassurer. Donc là, on a un certain nombre d'éléments qui vont vous dire, bah voilà, moi je mène une démarche RSE, je fais en sorte que mes formations soient durables, vous allez pouvoir les mettre dans la déontologie, dans la démarche qualité. Donc ça, c'est la démarche qualité de personne. Alors Calliope. Calliope, ça concerne 4 types d'organismes. Donc, vous avez les organes de formation, c'est la majorité, les centres de bilan de compétences, les accompagnateurs VAE et les centres de formation d'apprentis. Donc ce qui marche très bien, c'est les organes de formation et les centres de formation d'apprentis. Le bilan de compétences, c'est un peu compliqué parce que c'était normé et maintenant il n'y a plus de normes. Et donc ils sont en train de se réorganiser et la VAE, c'est très petit. Alors Calliope, en fait, vous avez 2 documents que vous pouvez télécharger. Un document qui s'appelle le référentiel. Donc là, ça explique. Et si vous partez de zéro, c'est très facile parce qu'en fait, vous prenez ce guide de Calliope et vous décrivez comment vous allez faire. Et vous organisez tout de suite vos sociétés par rapport, votre activité par rapport à ce référentiel. Donc c'est un certificat qui est délivré sur un cycle renouvelable de 3 ans. Il y a un audit tous les 18 mois. Tout le monde l'a. Tous ceux qui travaillent, ils l'ont. Au moins la première fois. Après, il faut avoir des actions. Donc, au bout de 3 ans, si vous avez 0 action, vous le perdez. Mais tout le monde l'a. Ceux qui l'ont pas, c'est ceux qui ne veulent pas faire l'effort. Par exemple, si vous ne voulez pas décrire par écrit la manière dont vous faites l'évaluation, bah, vous n'aurez pas Calliope. Il faut quand même décrire. Alors, ce n'est pas la peine d'en mettre des pages, mais il faut décrire. Il faut écrire ce qu'on fait. Voilà. Donc ça, c'est Calliope. Et c'est ça vous rend visible tout de suite. Là, c'est le meilleur investissement marketing, parce que si votre activité fonctionne, bon, bah, vous verrez, hein, quand ça démarre, vous allez faire 50 au bout de... Ça va parfois assez vite, hein, mais nous, on a un client, le client qui a le mieux réussi chez nous, il crée son CFA l'année dernière, et 18 mois après, il fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça va très très vite aujourd'hui. Il y a des groupes d'écoles. La formation, ça a complètement changé. Hein. Vous avez Demos, qui est une marque connue, qui aujourd'hui a complètement périclité, fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez des groupes comme Collège de Paris. Ils ont été créés dans les années 2010. Aujourd'hui, il y a 1700 personnes. Ils font 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a des fantastiques réussites aujourd'hui dans le monde de la formation. Et c'est pas dû à Calliope, mais Calliope uniquement, mais Calliope éclaircit le marché. C'est une marque qui est très visible. Tac. Voilà. Alors la sous-traitance, je vais passer. Alors l'avantage de la sous-traitance, d'abord moi mon principe, hein, ce que je dis toujours, c'est que la sous-traitance, ça mène à tout à condition d'en sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, aujourd'hui en France, les conditions ne sont pas réunies pour que l'activité de sous-traitance, elle soit pérenne, elle soit durable. C'est-à-dire que la sous-traitance, c'est pour commencer, ou alors c'est une activité d'appoint. Ça va vous apporter un certain nombre d'avantages qui sont ici. C'est que ça vous permet de pratiquer. Et que, du coup, vous rodez vos formations. Le niveau d'exigence en sous-traitance est un peu différent. Ça vous permet de pratiquer. Et ça vous permet de lancer votre activité. Mais après, très vite, il faut aller trouver des clients directs parce qu'en fait, aujourd'hui, les conditions de marché, sauf dans certains cas bien précis où vous avez une compétence rare et que vous êtes le seul à le faire et l'organisme de formation a besoin de vous, et il n'y a que vous qui pouvez le faire, c'est très rare, il faut aller chercher des clients en direct parce que là, vous allez facturer plus du double. Et qu'aujourd'hui, c'est possible, avec Calliope, c'est possible de prendre des clients directs. Voilà, l'apport de l'organisme de formation qui, lui, l'organisme de formation, il ne fait pas la même chose que vous. L'organisme de formation qui sous-traite, il va traiter des flux. Et donc, lui, un stagiaire, ça ne l'intéresse pas. Il lui faut 20 stagiaires sur une thématique donnée. Oui. Alors que vous, en fait, vous pouvez traiter un stagiaire, une entreprise, et là, il y a des formateurs qui s'occupent d'une entreprise pendant des années et qui organisent toutes les formations, et ça fonctionne. Quand vous avez les contenus qui permettent à l'entreprise d'avancer sur un domaine bien précis. Voilà. Donc ça permet de lancer son business, et ça permet aussi de faire des relations. C'est-à-dire que quand vous animez, s'il y a 20 personnes, vous rencontrez les 20 personnes.
La formation aussi, là, il y a un phénomène de cohorte, vous voyez, c'est-à-dire que c'est des thèmes, et à un moment, il y a des thèmes qui sont porteurs. Donc dans les années 2006-2010, par exemple, un thème qui était porteur, c'était les réseaux sociaux. Voilà. Et donc il y avait des formateurs qui se spécialisaient réseaux sociaux, qui faisaient des formations réseaux sociaux, et ceux qui venaient, c'est ceux qui s'intéressaient à la thématique du réseau social. Et donc là, il y a des rencontres qui se créent, et c'est des personnes après que vous suivez pendant des années, vous voyez, 10-15 ans. Voilà. Se faire des relations, c'est important. Donc il y a beaucoup d'ateliers ici qui vous disent comment faire un réseau. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire sur la sous-traitance. Voilà. Alors aujourd'hui, la sous-traitance, elle va être réglementée par rapport au CPF, mais ça ne vous concerne pas vraiment en fait. C'est pour éviter la fraude. Donc Calliope va devenir obligatoire pour le sous-traitant, qui a un certain niveau, hein, qui n'est pas l'auto-entrepreneur, mais l'entreprise, mais c'est plus pour éviter la fraude. Parce qu'en fait, le donneur d'ordre était une toute petite structure, et donc la structure, elle se crée, elle prend 10 000, 15 000 euros de CPF, elle disparaît, et on en crée une autre. Donc c'est pour arrêter ce type de création. Alors ensuite, bon, sur la partie commerciale, je vais l'aborder, en fait, il faut que vous vous organisiez pour... le principal défaut des formateurs, c'est l'écoute. La plupart des formateurs ne savent pas écouter un client, ne savent pas comprendre son besoin, il faut bien l'écouter. En gros, son message, il va être soit dans une direction, soit dans l'autre. Soit il dit, voilà, j'ai un budget, il faut que tu m'aides à le dépenser. Et donc là, il faut voir le budget. Est-ce que c'est du CPF? Est-ce que c'est de l'OPCO? Et voir comment vous pouvez l'aider à dépenser cet argent. Et ça, si vous... c'est pas le moment de lui vendre votre salade, ce que vous faites comme vous êtes bon en contrôle de gestion, etc. C'est vraiment, voilà comment je peux te prendre ton budget, parce que sa préoccupation, c'est de dépenser son budget. Et ça, que ce soit le DAF d'un groupe de 1000 personnes ou un stagiaire, il veut dépenser son budget. Il faut être capable d'écouter ce message-là. L'autre message, c'est que là, il va vous parler d'un projet. Il dit, voilà, je veux devenir contrôleur de gestion, je veux arriver à sortir un bilan, etc. Et là, vous allez faire de la pédagogie, vous allez construire il faut bien l'écouter pour montrer que vous avez l'expérience. Oui. Vous avez l'expérience requise pour traiter son besoin. Vous avez déjà répondu à des problématiques comme la vôtre, comme la sienne, et vous devez lui donner des signes que vous avez compris. Voilà. Le principal défaut des formateurs, c'est que trop vite, ils parlent de ce qu'ils savent faire, ils parlent de la dernière formation qu'ils ont suivie, et ils accrochent l'attention, mais après, ils n'arrivent pas à traiter le besoin, à écouter, et à démontrer à leurs clients qu'ils écoutent le besoin. Et le dernier point, c'est la motivation. C'est un métier où tout va bien, il faut tout le temps être motivé. Il faut le montrer, ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, si je récapitule, bon, la formation, il y a une forte demande. Menez une démarche qualité ostensible. Mettez-vous dans cet axe-là. Positionnez-vous sur les marchés, ouais, sur les opportunités. Positionnez-vous par la qualité. Par exemple, vous avez le certificat pro, vous répondez à un appel d'offres, vous mettez votre CV et le certificat pro, ouais, même en sous-traitance. Voilà. Ensuite, si vous voulez rester intervenant, mettez-vous en démarche qualité. Ça, c'est... voilà, dites, voilà, qu'est-ce qui garantit mon professionnalisme? Comment je le démarre? Vous pouvez faire une démarche qualité vous-même. Hein, vous n'avez pas forcément besoin de nous. Nous, on va certifier. Par contre, vous pouvez faire une démarche qualité vous-même. Mais dire, voilà, qu'est-ce qui me caractérise? Qu'est-ce qui démontre ma qualité? Qu'est-ce qui démontre ma capacité à réaliser des prestations de qualité? Ensuite, aujourd'hui, très rapidement, dès que vous pensez pouvoir faire 30 000 40 000 euros de chiffre d'affaires et plus, certifiez votre organisme Calliope de manière à être prêt quand vous allez recevoir une demande. Voilà. Si vous voulez commencer à pratiquer en sous-traitance, visez pas trop, vous voyez, négociez pas les prix. Prenez ce qu'on vous donne au début, pratiquez, et par contre, après, il ne faut pas s'attacher sentimentalement au donneur d'ordre ou à l'école, ou aux stagiaires, ça arrive, mais il faut changer. Vous voyez, vous faites un an, et puis 2 mois avant, vous dites, je vais arrêter, l'année prochaine, je ne reviendrai pas, et l'année prochaine, vous ne revenez pas. C'est pas facile, parce que les stagiaires, ils sont sympas, vous avez envie de les garder, etc. On a vite un sentiment d'appartenance en tant que sous-traitant, mais en fait, il faut savoir passer du studio aux 2 pièces. Et après, adopter une démarche professionnelle, une démarche commerciale professionnelle, c'est-à-dire écouter votre client. Vous avez plein de choses à lui dire, mais la formation, elle n'a pas commencé.
Et on ne vend jamais une formation en la commençant. Ouais. Et ça, c'est la tentation. Plus vous serez expert, j'en sais quelque chose, plus vous aurez cette tentation à commencer avant que ça commence. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc je suis à l'écoute de vos questions. Et... Ouais. J'ai noté budget 1200 € initial, puis 495 € par an. Lorsqu'on fait une intervention, est-ce qu'il y a le budget CPF qui arrive entièrement au formateur, ou est-ce qu'il y a une partie qui est de rétribution sur la plateforme, c'est 100% des fonds qui arrivent au formateur? Oui, en fait, quand la certification, vous payez vos 500 €, voilà. Oui. Et de l'autre côté, quand vous faites du chiffre d'affaires, si par exemple vous êtes habilité pour le CPF par un certificateur, vous allez verser une redevance au certificateur. Donc c'est de l'ordre de, admettons que votre formation elle vaut 1500 €, dedans il y a la certification, vous allez payer le certificateur professionnel, celui qui a le titre, vous voyez, si vous êtes habilité par le certificateur. Mais nous, vous ne payez pas au... Quel pourcentage à peu près? Ça dépend, mais c'est de l'ordre de 250 à 300 € par titre délivré. Voilà. D'autres questions? Il y a une main là-bas. Oui, madame? Oui, en fait, ce que je m'interrogeais, je travaille pour assez régulièrement actuellement pour l'organisme de formation et je fais beaucoup de certifiés. Donc demain, ça veut dire qu'ils vont devoir certifier, ils vont devoir certifier sous leur finance, Alors, s'ils interviennent avec des financements CPF, oui, il y a un décret qui va apparaître. Et là, si vous êtes auto-entrepreneur, vous faites moins de 77 000 € de chiffre d'affaires, il n'y a pas de problème. Et par contre, si vous êtes une société où vous émettez des factures, là, oui, il faudra que votre société soit certifiée Calliope. et c'est à partir de quand ça? 1er janvier 2024. Oui, monsieur? Et, oui, justement, le fait qu'il y ait de plus en plus comme ça de certification, de normes ISO, etc., est-ce que ça présage la fin de l'indépendant et est-ce que ça pousse à aller de plus en plus vers des organismes physiques et locaux? Alors, c'est pas ce qu'on constate, hein, puisque ça fait maintenant presque 10 ans qu'il y a des démarches qualité et qu'en fait, il y a toujours de plus en plus... On n'arrive pas à... là même, sur cette réforme-là, on a généré une catégorie de fraudeurs qui a complètement échappé à la Caisse des dépôts, etc. Donc, il y a sur les 30 000 qui se sont créés là en 2 ans, doit y avoir 10 000 fraudeurs, quoi, voilà, voilà. Donc, c'est des indépendants, hein, c'est des petites boîtes qui sont organisées, etc. Donc, on a eu plus d'indépendants qu'on en voulait. Là où ce que vous dites, de mon point de vue, hein, une certaine rationalité, c'est qu'en fait, quand une démarche qualité commence, il y a de plus en plus de certificats. Si vous prenez un avion, un avion, c'est important, un avion, hein, quand on monte dedans, c'est pas la même chose. Je vous dis, oh non, mais attendez, moi je suis entrepreneur, je fais des avions, pas besoin de certificat qualité. Ouais, on va peut-être pas monter sur ton avion à toi, hein, parce que voilà, c'est pas du tout la même. Voilà. Donc si je prends la sécurité incendie ou les centrales nucléaires, dans une centrale nucléaire, il y a des centaines de milliers de certificats qualité. Et beaucoup d'entre vous trouvent qu'il n'y en a pas assez. Ou même on ne voudrait pas de centrale nucléaire du tout, malgré le fait qu'ils sont en démarche qualité permanente. Vous voyez. Donc la perception de la qualité, c'est la perception de la sécurité, c'est le consommateur qui détermine beaucoup. Et donc là, ce qui est certain, de mon point de vue, c'est qu'on va aller vers d'autres certifications. Là, aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule, c'est Calliope. On certifie Calliope des sous-traitants, ce n'est pas complètement adapté. On donne Calliope au Collège de Paris, il y a 1700 personnes, et on va donner Calliope à Madame, qui est organisée très très bien d'ailleurs, mais qui est formidable, hein, mais qui c'est pas la même taille de structure, hein, c'est pas le même audit. Ouais, c'est le même référentiel, ça c'est pas tout à fait adapté. Donc il faudrait qu'il y ait un certificat qui soit plus adapté pour l'organisation de Madame, et un certificat qualité qui soit... nous, vous voyez, c'est ça que... Donc on va vers plus de certificats, ça c'est certain. Ça c'est l'évolution. Oui, Madame? J'avais juste une petite question. En fait, la certification Calliope, c'est pour chaque formation que l'on donne. Est-ce que si on a plusieurs offres de formation, est-ce qu'on va avoir une certification pour chaque? Non, c'est pour l'organisme. Donc c'est une certification pour l'organisme, quelle que soit la formation délivrée. D'accord. Alors après, il y a vous avez des cas où le prestataire se fait des nœuds, donc il va dire oui, mais j'ai une partie, j'ai un organisme de formation qui a une société
Et puis j'ai une partie, j'ai un organisme de formation qui est une association parce que je veux pas facturer la TVA. Donc il a deux organismes avec deux certificats. Alors, mais normalement c'est un seul organisme. Voilà, il y a là on a un cas, il y a 3 sites et il y a un système qualifié qui est différent. Donc il y a un numéro de déclaration d'activité, il faudrait 3 certificats. Mais ça généralement c'est le client qui se fait des nœuds, mais non, il y a un certificat pour toutes les formations. Et donc il y a des sociétés que j'ai pu rencontrer ici de portage salarial ou entrepreneurial qui ont un certificat. Du coup, en tant que formateur indépendant, on n'a pas besoin d'avoir cette. Alors là, le portage salarial, c'est un peu l'ennemi en formation. Hein. Voilà, donc on n'aime pas trop ça. Mais bon, on a des amis qui font ça, mais on n'aime pas trop ça. Et au ministère du Travail, ils n'aiment pas trop ça. Mais là, en fait, pour Calliope, c'est différent pour 2 raisons. La première, c'est que, en fait, vous êtes salarié. Donc nous, on vous voit comme un salarié. Donc il n'y a pas de problème. Par contre, ce n'est pas votre Calliope, et l'argent, il va chez la boîte de portage. Et donc, ce n'est pas votre client. Voilà. Mais les boîtes de portage, en règle générale, elles ne cherchent pas à récupérer votre client, donc elles vont vous rendre ce service-là. Mais du point de vue de Calliope, vous êtes vu comme un salarié. Voilà. C'est d'un point de vue économique, pour la boîte de portage, elle perd de l'argent. Parce qu'en fait, avec des exigences qualité, c'est Calliope quand même, il y a des exigences qui grandissent d'année en année, hein, et donc à terme ça n'existera plus, je pense, parce que c'est pas fait pour ça, quoi. Voilà. Ce serait trop facile de dire, ben voilà, tu arrives le lundi, le mardi tu fais une formation, le mercredi je facture et tu as fait une formation de qualité, c'est pas pareil. Voilà. Donc ça devrait ne pas marcher, il se trouve que ça marche, mais donc c'est une solution temporaire, voilà, mais qui n'est pas pérenne. Enfin, je ne vais pas me faire des copains avec les ça fait de portage. Oui, je vous en prie. Oui, très bien. Bon, ben, on clôture. Merci pour votre écoute et puis bonne chance dans vos activités alors. Merci.